Entrepreneur 2.0, créative et passionnée d'art, Diane Audrey Ngako est l'initiatrice du podcast Si Maman m'avait dit et directrice générale de l'agence de communication Omencart. Aujourd'hui, sur le plateau d'African Woman 2.0, nous recevons celle qui a été considérée par le célèbre magazine Forbes comme l'une des personnalités africaines influentes de moins de 30 ans. Initiatrice du podcast Si Maman m'avait dit, Diane Audrey Ngako est une entrepreneure créative partagée entre sa fonction de directrice générale de l'agence de communication Omencart et sa passion pour l'art contemporain. Diplômée d'un Master 2 en communication stratégique, Diane a commencé sa carrière en 2012 chez Africa Numéro 1. La même année, elle devient responsable éditoriale de Roots Magazine, une revue dédiée à la culture afro-caribéenne. Elle intègre ensuite, en 2014, la rédaction du journal Le Monde pour couvrir l'Afrique. En mai 2016, le magazine Forbes la classe parmi les 30 jeunes de moins de 30 ans les plus influents du continent africain. Après 5 années dans le milieu des médias en France, Diane décide de rentrer s'installer au Cameroun, son pays d'origine, et ouvre son agence de communication en 2017. Elle est aussi à l'origine de Douala Art Fair, la première foire d'art contemporain et de design au Cameroun. Bonjour Audrey. Bonjour Aïssata. Merci d'être avec nous sur le plateau d'African Woman 2.0. Merci de m'avoir conviée, je suis très heureuse. Merci, c'est un vrai plaisir. Et on a pu t'avoir parce que tu n'es pas basée ici, tu es basée au Cameroun. Tu es à Abidjan pour business, je suppose, ou bien tu es basée aussi ici? Alors je fais moitié-moitié. Donc mais tu es là pour business? Oui, enfin j'ai une agence ici depuis bientôt un an. Donc j'essaye de venir au moins 10 jours par mois pour rencontrer mon équipe, mon staff, essayer d'inculquer une culture d'entreprise qui n'est pas toujours évidente à inculquer quand on est à distance, un peu crier sur eux aussi. Tu es l'initiatrice du podcast Si Maman m'avait dit. Oui. Donc qu'est-ce que ça signifie et pourquoi ce podcast? Alors j'ai lancé ce podcast en 2020. Je pense que pendant longtemps avec des amis, chaque fois qu'on se retrouvait, d'ailleurs ivoirienne pour la plupart, on se disait qu'il y avait beaucoup de choses qu'on apprenait, souvent un peu difficilement. Et on se disait, on aurait aimé que nos mamans nous disent certaines choses. Après on s'est dit, on va faire un livre à 5 mains. Et puis finalement, vous savez, quand on a des projets et qu'on est 5, c'est jamais le bon moment pour tout le monde. Et je me suis dit, écoutant beaucoup de podcasts, je me suis dit, essayons un peu. Je pensais qu'on allait avoir 200 auditeurs. Et je crois qu'en 6 mois, on a fini à 100 000 auditeurs. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner la parole aux gens, de partager leur expérience, toujours avec la même trame. Qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise? Et puis les gens, ils peuvent se lâcher, être libres. Et c'est beaucoup d'apprentissage dans des sociétés qui sont souvent remplies de tabous. Tu es aussi la fondatrice de Omencart, qui est une agence de communication. Et quelles sont les ambitions de cette agence de communication? Alors, moi aujourd'hui, je pense qu'une agence de communication basée en Afrique pour conquérir le monde, ça c'est vraiment mon leitmotiv, c'est de me dire que j'ai monté l'agence à Douala il y a 5 ans, bientôt 6 ans. Ensuite, au bout de 5 ans, ou à l'approche des 5 ans, j'ai décidé d'ouvrir un bureau à Abidjan. On me disait, bon, tu es basé au Cameroun, ouvre un bureau, un autre bureau dans la sous-région. J'ai dit non. Moi, je vais aller là où il y a le marché. Les entreprises internationales ou même les entreprises locales qui comprennent l'importance du service sont basées en Côte d'Ivoire. Donc, je préfère être la dernière des premiers. Mais très vite, je deviens les premiers. Qu'aller sur des marchés, souvent, où il n'y a pas beaucoup de challenge. Où ce sont des marchés où on pense des fois à Abidjan et ensuite nous, potentiellement en Afrique centrale, on décline. Moi, je veux être au cœur et je pense que depuis 1 an où je suis là, on a quand même fait de belles campagnes localement. Et après, j'espère ouvrir un bureau d'ici 3 ans à Paris ou à Londres, là où il y a des grandes agences aussi. Et je pense que voilà, un peu comme des marques de food comme Nando's, la chaîne de food Nando's en Afrique du Sud qui est partout aux États-Unis,
aujourd'hui, nous aussi, on peut avoir des plateformes qui conquièrent le monde. Donc, moi, je vais aller challenger les grands groupes en m'entourant aussi certainement de partenaires tout aussi importants ou grands. Mais d'où est venue cette idée et qu'est-ce que ton agence fait exactement? J'ai créé l'agence en 2016. Moi, j'ai fait des études de com à Paris. J'ai toujours été très passionnée par le milieu publicitaire. Les séries comme Mad Men, Mercedes Era de l'agence BETC, c'était vraiment des personnes qui m'inspiraient. Mais quand j'étais étudiante à Paris, je ne me suis jamais dit que j'allais spécialement rentrer au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Je me disais que je vais bosser dans de grandes agences, pour de grandes marques qu'on connaît tous. Et puis la vie a voulu que j'avais un blog. Et un de mes lecteurs était un des rédacteurs en chef du Monde. Et un jour, il m'a proposé un boulot. Et j'ai hésité 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Parce que c'était un peu le syndrome de l'imposteur. Je me disais, mais pourquoi? Je ne suis pas journaliste, je vais me retrouver au Monde, c'est une grande maison. J'ai fait plus de 2 ans d'ailleurs là-bas. Et après, je me suis dit non. Quand j'ai eu 25 ans, je me suis dit, je veux faire ce que j'aime. Enfin, j'aimais le journalisme, j'aimais écrire, mais au fond de moi, je ne voulais pas subir l'image que les gens avaient de moi. C'est-à-dire qu'en France, on me disait, parce que je bossais aussi à la télé, she's going to be the next Oprah. Tu vois, ce truc où on veut toujours une Oprah à la française. Moi, je ne voulais pas être journaliste. Enfin, je ne voulais pas passer à la télé. Et moi, ma passion, c'est de raconter des histoires africaines. Et de connecter des marques aux consommateurs et de voir comment on peut donner envie aux gens qui n'aimaient pas, par exemple, les pâtes, les spaghettis, d'en consommer et de se dire que c'est super bon, quoi. Et puis j'ai décidé que j'allais poser ma démission et j'ai eu la chance que mes patrons acceptent. Et je me suis dit, je me lance. Et je me suis lancée, c'était vraiment un gros grain de folie, hein. J'ai pris un billet d'avion sans billet retour. Tout le monde pensait que j'allais revenir. Mais bientôt 6 ans plus tard, je suis toujours là, à Douala. À Douala que j'avais quitté à l'âge de 11 ans, donc je revenais 14 ans après. Et tu commences ton agence? Je crée mon agence peut-être 6 mois après mon retour. Je la crée en février 2016. Et au début, quand je rentre, j'observe un peu. Quand vous rentrez, généralement, vous êtes toujours un peu dessous. Hein. Oui. Pas de pression, tu rentres avec les euros. Tu peux te permettre d'observer. Et puis toute ta vie, tout est moins cher. Tu dis, ah non, c'est 2 euros. Ah, c'est 5 euros. Bon, maintenant, c'est plus pareil. Une fois que tu vis dans le pays. 2 euros là, 2 euros, c'est quand même important. Ça devient autre chose. Et après, j'ai un ami qui m'a donné un premier boulot dans la com, payé 50 000, Guy, et il avait un peu honte parce qu'il s'est dit, non, on ne va pas lui payer 50 000. C'était un boulot assez spécial. Et en fait, ça s'est bien passé. Il m'a redonné un boulot après à 400 000, donc entre août 2016 et février 2017, à peu près 6 mois. Je regardais un peu et puis je demandais des petites missions parce que je ne connaissais pas vraiment l'environnement. Donc, et quand tu reviens, et j'avais déjà un peu de notoriété, on estimait que je coûtais cher. Donc il n'y avait pas vraiment d'opportunité. Je ne pouvais pas faire mon CV local. Donc je faisais des petits boulots un peu partout. Et quand j'ai eu un bon contrat, on a voulu m'embaucher. J'ai demandé si, à défaut de m'embaucher, on pouvait me permettre de lancer mon agence. Et le client en question a dit, ok, je te donne un contrat de 20 millions sur 2 ans. Et moi j'étais très contente, 10 millions par an. Je me suis dit, je pouvais lancer ma boîte, quoi. Eh bien, félicitations. Merci. Mais on sait aussi que les agences de communication elles poussent comme des champignons. Qu'est-ce qui te démarque justement de la compétition? Ah, bah, je pense que déjà, j'ai une super, incroyable équipe. Des talentueux, mais surtout des personnes passionnées. Parce que finalement, comme tu dis, il y a beaucoup d'agences. Je sais pas, j'ai envie de te dire qu'on est une agence créative, mais il y en a 100 000 des agences créatives qui sont toutes aussi créatives. Mais je pense que vraiment, ce qu'on a réussi à faire, c'est d'être une équipe qui a vraiment la rage de réussir. Mais la rage de réussir dans le bon sens. Et quand j'ai des personnes qui ont la rage de réussir, qui sont bienveillantes, on fait énormément de veille. On n'a pas peur. Le fait aussi, moi, d'avoir beaucoup de personnes jeunes, fait aussi que je ne suis pas fermée.
Il y a des choses sur lesquelles je dis non, le client ne peut pas accepter. Et quand tu as des personnes qui ont 21, 22 ans, ils te disent que non, mais ça c'est le son de l'heure, comme on dit au Cameroun. C'est la tendance de l'heure. Tu laisses un peu et les personnes se lâchent. Je pense aussi le fait d'avoir une équipe qui peut faire ses projets fait qu'elle aussi, elle a une soif de créativité et de leur laisser le droit à l'erreur. Enfin, je pense qu'en tant que manager, au-delà du talent, parce que tu recrutes des personnes qui sont talentueuses, une des choses qui fonctionne bien à l'agence, ce sont les personnes, les projets qu'elles font. S'il faut faire le logo de ta boutique en ligne, si tu fais des vlogs et que tu as besoin de notre plateforme, on va repartager. Ça fait que les personnes sont très équilibrées dans l'agence. Et quand les personnes sont bien, elles ont un très bon rendu. Donc moi, je peux par exemple être à Abidjan, je n'ai pas peur de ce qui se passe à Douala. Je peux être à Douala, je n'ai pas peur de ce qui se passe à Abidjan. Il y a vraiment une culture d'entreprise assez forte, basée sur la passion, sur le droit à l'erreur. Et sur une sorte de motivation et de responsabilité. Je suis responsable en tant que chef de pub du succès de l'agence. En tant que planeur stratégique, je suis responsable. La question de responsabilité et certainement aussi la proximité avec le client. Tu vois, moi je crois au principe de l'agence géniale, pas de la grande agence. Et on prend le temps. Tu vois, en 5 ans, on n'a pas travaillé avec un telco. Parce que quand on a eu l'opportunité, il y a 2 ans, de travailler avec un telco, on n'était pas prêt. Tu vois, il faut aussi reconnaître, de se dire qu'il y a 3 ans, quand un telco injecte 1 milliard 500 millions dans ta boîte, si tu n'as pas un staff qui est solide, vous faites tous un burn-out et vous tombez. Il faut connaître ses capacités. Il faut connaître ses capacités. Bon, aujourd'hui, on est prêt. Hein. Tu es aussi une passionnée d'art. Oui. Et de quoi s'agit-il, le Douala Art Fair? Alors, Douala Art Fair, c'est une foire d'art qui a lieu chaque année à Douala, où on invite en tout cas une 50aine d'artistes à présenter 3 à 5 de leurs œuvres. C'est un peu une sorte de musée ouvert. On le fait dans un quartier populaire sur le parking d'un cinéma que vous avez certainement ici. Et l'idée vraiment pour nous, c'est de démocratiser l'art, de le rendre accessible déjà à l'œil et aussi de développer une génération de collectionneurs africains. Parce que finalement aujourd'hui, on parle tous de restitution de pièces que la France doit rendre à l'Afrique. Mais à un moment, dans 30 ans, la France, oui, voilà, et d'autres pays, la Belgique, l'Angleterre. Sauf que dans 30-40 ans, nos enfants vont nous questionner sur cet art qui a existé pendant les 40 dernières années. Qu'est-ce qu'on va leur dire? On avait Internet, on savait, on a vu ces talents naviguer. On ne pourra plus rien dire, on ne dira pas il y avait la colonisation, ils ont volé nos œuvres. Non, il faut impérativement, pour pouvoir raconter nos histoires, préserver nos histoires, avoir un peu de ce patrimoine qui est le nôtre, quoi. Donc c'est vraiment dans cette démarche qu'on a lancé ça en 2018 via l'agence. Et aujourd'hui, voilà, la prochaine édition se tiendra en mai prochain à Douala, et toujours voilà, dans le même objectif, mettre en avant les talents du continent. Mais c'est vraiment pour les connaisseurs d'art en fait, c'est ça? C'est pas vraiment, c'est pas par exemple pour les, c'est pas pour les jeunes ou aussi? Alors, quelle est la cible? Alors la cible, c'est vraiment tout le monde, hein, parce que la plupart du temps, notamment à Douala, ça va être les familles qui vont venir. Elles viennent beaucoup, on a beaucoup d'enfants. Et donc on a généralement 50 personnes sur le site pour accompagner ces visiteurs. On en a généralement 3800 sur 3 jours. C'est plutôt un musée. Le musée, c'est accessible. La galerie, elle est commerciale. Mais dans le milieu de l'art, une foire d'art, c'est commercial aussi. Et mon point était de dire, la foire d'art du Cameroun ne peut pas avoir les mêmes codes que la foire d'art de Paris. Alors oui, on veut vendre, mais on veut aussi éduquer les gens, incentiver les gens. Comme ça, dans 5-10 ans, les gens comprennent. Quand ils vont dans des galeries d'art, elles comprennent. Ils comprennent en fait les œuvres. Parce que nous, on a déjà essayé de créer un canevas. Et ça, je trouve ça assez top. Et ce sont des artistes camerounais de la sous-région. Il y a 2 ans, on a vraiment voulu ouvrir. On a d'ailleurs ouvert. Mais c'était juste hors de prix. De faire venir des œuvres du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, d'Afrique du Sud, d'Angola. On l'a fait. Après, on a mangé un peu garba tous les jours, hein, parce que pendant 6 mois. Parce que quand une œuvre arrive, la douane,
on avait 200 œuvres à dédouaner, c'était très très dur. Et on s'est dit, on va se recentrer sur le Cameroun ou sur l'Afrique centrale où on maîtrise un peu les coûts. Et quand on sera financièrement OK, parce que les sponsors aussi, ils n'accompagnent pas. Chez nous, on accompagne les concerts. Mais on n'accompagne pas pour l'art. Parce qu'on se dit, il n'y a pas beaucoup de gens, on ne comprend pas trop. Il faut se rapprocher peut-être de personnes qui apprécient, en fait, qui sont prêtes à sponsoriser ce genre d'initiative. Oui, peut-être les mécènes, les philanthropes, les collectionneurs qui peuvent comprendre. Absolument, absolument. Oui. Tu as grandi au Cameroun d'abord, et puis après tu es parti en France. Ensuite tu reviens t'installer à Douala pour maintenant être une businesswoman. Tu as connu des obstacles, j'imagine. Parle-nous de ces obstacles un peu. Quand tu vis en France, notamment pour beaucoup d'Africains, même quand tu vis aux États-Unis ou ailleurs, à l'étranger, vous créez une sorte d'idéologie de ce que peut être votre pays. Pour ceux qui sont partis un peu tard, même quand tu pars à 17 ans, tu es protégé par ton environnement. Mais quand tu es dans des associations, d'une certaine manière, l'Afrique, tu l'aperçois comme un pays, hein, parce qu'en fait, un Sénégalais, un Malien, nous on est tous frères et sœurs. Tu as moins de cette notion d'africanité et de panafricanisme chez nous que quand tu es à l'étranger. À l'étranger, on est tous dans la même sauce. Et donc on cristallise tous un monde. Tu vois, l'expérience d'une Ivoirienne devient l'expérience d'une Camerounaise, ça devient l'expérience d'un Malien, alors que nos pays sont complètement différents. Donc tu passes ton temps à te nourrir de tout ça. Et puis toi, et tous les médias te disent l'Afrique c'est l'avenir. L'Afrique is tomorrow, l'Afrique is now, Africa is now. Toi aussi tu es dans tout ce truc où tu dis l'Afrique is now, mais en fait toi-même tu es parti il y a 15 ans, tu connais même pas ton pays. Et puis tu pars avec cette mouvance et puis tu arrives. Bon déjà, truc numéro 1, personne ne t'attendait. En tant que personne de la diaspora, à ce moment, tu te construis en te disant que tu vas aller changer les choses. Mais quand moi je suis arrivée, le Cameroun ne voulait pas changer. Tu es obligé de te refaire en fait. Moi, il m'a fallu 3 ans. Moi, il m'a fallu 3 ans pour comprendre que j'avais une culture relativement française. Et que je devais réapprendre ou apprendre à comprendre ma culture camerounaise. Parce que tu crois que tu es camerounaise parce que tu manges le ndolé, tu penses que tu es ivoirien parce que tu manges la tchéké à Paris. Sauf que tu as grandi dans un environnement avec ces codes. Et quand tu rentres, tu te dis que les mêmes codes, tu vas les retrouver. Et chaque fois, tu dis que mais c'est pas possible. Ils ne comprennent pas ce que je dis. Ta normalité n'est pas leur normalité. Et donc, il m'a fallu 3 ans pour me dire qu'en fait, j'avais une éducation qui avait été très franco-française, parce que j'avais vécu dans un village de 1500 habitants, et qu'en face de moi, j'avais ma culture, mais que je devais me reconnecter à celle-là. Comprendre les codes, tout en gardant une notion d'excellence que je ne voulais pas laisser, mais choisir mes combats, quoi. Donc, je pense qu'un des plus gros challenges, c'est ce que je trouve au Cameroun, même quand on rentre, c'est peut-être les relations humaines. Tu vois, c'est assez bête. Par exemple, nous, au Cameroun, en ce moment, on a beaucoup de problématiques d'empoisonnement. Tu vois, en France, quand tu rencontres quelqu'un, vous allez boire un verre. Très rapidement, tu invites la personne chez toi pour prendre l'apéro. Enfin, je veux dire, c'est juste logique. Les relations sont beaucoup plus saines. Mais chez nous, il y a beaucoup de codes, il y a des craintes, il y a beaucoup de clans. Tu vois, les fils d'eux sont avec les filles d'eux. À Paris, tu peux avoir un ami qui est fils d'un milliardaire, vous prenez le métro ensemble. Moi, j'ai mis 3 ans pour avoir une voiture. Et ça, c'était un truc dur parce que chaque fois, les gens me regardaient pour dire que mais, maman, la fille, si elle vivait en France. Elle vivait en France. Donc, si tu n'as pas une force mentale, on te renvoie sur une image qui a pour objectif de remettre en doute ce que tu as fait. Non, mais il faut le voir. J'ai envie de te rencontrer aujourd'hui, de te dire, mais viens, on va boire un verre. Tu n'as pas envie d'être dans un truc ultra protocolaire. Chez nous, c'est ultra protocolaire. Quand tu es une femme entrepreneur, il faut toujours que tu sois un peu trop droite. Tu ne peux pas être avec un homme, juste rigoler, parce que si tu rigoles un peu, genre, il peut penser que... Ou même moi, des fois, j'ai des personnes qui appelaient mes clients pour dire « Il paraît que tu sors avec Diane Audrey. » Mais le client, je l'ai même vu 2 fois dans ma vie. Mais parce que tu es une femme et tu dois faire fi de ça pour te dire que ça ne te concerne pas. Mais c'est relativement culturel. Mais
Mais bon, je pense qu'il y a plein de challenges, mais ce truc de supporter le regard de la société, c'est-à-dire tu reviens après 3 ans de vie en France, où tu as toujours pris le métro, où conduire n'est pas une nécessité, mais tout le monde te dit que, en fait, cette fille, elle est cheap, quoi. Elle prend pas... Moi, je me souviens d'une personne qui m'a dit, mais tu n'auras jamais de clients si tu n'as pas de voiture. Et j'ai ma banque qui, au bout de 3 ans, me dit, bon, on est prêt à vous donner un crédit bail de 27 millions. Moi, je vais chez un concessionnaire automobile. C'est pas quelque chose qui me dérangeait. Mais, tu vois, quand on dit quelque chose pendant 3 ans, ouais, mais en fait, elle n'a pas de voiture. Elle ne va jamais avoir un contrat. Mais est-ce que ça t'a empêché d'avoir des contrats? Non, j'avais des contrats. Mais quand les gens te disent ça un peu partout, tu ne te rends pas compte. Jusqu'au jour où tu traverses la porte d'un concessionnaire automobile. Tu vois, et j'arrive, je dis, bon, je vois une voiture, une RAV4, dernier modèle. Je me dis, la vie, c'est quoi? N'est-ce pas, mon banquier me donne 27 millions. Donc, je demande le devis et on me dit que la voiture coûte 22 millions. Et comme maintenant, on me met les frais de banque, etc., on me dit 29 millions. Ma boîte a 3 ans. Je me dis, mais attends, est-ce que j'ai envie de mettre 29 millions dans une voiture au bout de 3 ans de business? Pour prouver quoi à qui? J'ai économisé mon argent et puis j'ai acheté ma voiture d'occasion à 6 millions. C'est toujours la même voiture que j'ai aujourd'hui et je suis très heureuse. Mais ça, c'est le poids de la société qui peut être souvent challengeant, où les gens peuvent te dévier de tes propres objectifs. Et ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment de toujours se souvenir de ce pourquoi on a commencé les choses, quoi, the reason why. On a parlé un peu de tes challenges de retourner au Cameroun, enfin, pour ceux qui sont dans la diaspora. Mais en tant que jeune, quelles sont pour toi les difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés aujourd'hui? Et peut-être pour terminer, un conseil. Alors moi je dirais que l'une des principales difficultés, enfin je dirais même la première, c'est qu'on se met souvent des barrières et que des fois on est le fruit des peurs de nos parents, de notre entourage, de l'église ou de nos religions. Première des choses, cassez vos barrières. Ne plus avoir d'a priori. Ça nous enferme souvent dans des boîtes qui ne sont même pas les nôtres. Il faut apprendre à se connaître. Si on a la force, assumer qui l'on est. Parce que dans notre environnement, ce n'est pas toujours le cas. Tu te retournes, tu demandes à ta mère, tu demandes à ton père. C'est eux qui guident ton regard. Et puis des fois, tu te retrouves dans une entreprise où à aucun moment tu as décidé d'être dans cette entreprise, de faire ce boulot. Des fois, la notion de respect qu'on a vis-à-vis des aînés font que quand on arrive en entreprise, quand on te dit quel est ton avis, comme l'aîné a parlé, tu ne dis rien, tu ne t'affirmes pas. Donc il faut casser les a priori, s'affirmer, prendre conscience qu'on est le seul maître de son destin, être rigoureux. Ça c'est ce qui manque souvent à beaucoup. La rigueur, la discipline. Tu peux être talentueux, mais si tu n'es pas rigoureux, discipliné, tu n'arriveras nulle part. Et quelqu'un d'autre qui est moins talentueux, mais qui a vraiment la conscience, qui est consciencieux et qui a envie d'aller vraiment loin, va vraiment te dépasser. Et puis, ne pas vouloir tout avoir là. Je crois que ceux qui ont les entreprises, avec cette génération, on souffre énormément. Les gens arrivent dans ta boîte, ils ont 22 ans, à 23 ans, ils veulent aller dans une autre boîte, à 24 ans, ils veulent aller dans une autre boîte. Je leur dis toujours, mais quand un recruteur censé voit que tu passes ton temps à faire 8 mois, 1 an, 8 mois, 1 an dans une boîte, c'est que tu n'es pas stable. Les carrières, ça se construit. Tout à fait. Donc il faut vraiment prendre le temps, ne pas être dans l'envie. Parce que je crois que dans certaines de tes émissions, justement, il y avait Cyril Dorcas, que je voyais sur son rôle en tant que personne qui peut influencer la jeunesse. Et donc, quand tu vois une personne comme Cyril qui a peut-être travaillé pendant longtemps, qui a des sacs, qui voyage, tu ne peux pas l'envier alors que tu es en train de finir l'école. Tout ça, c'est du travail. Le travail, la rigueur et beaucoup de bienveillance. Et si j'avais un conseil à leur donner, c'est vivez, just do it. Ne pensez pas trop, just do it. Mais toujours en étant bienveillant. Il ne faut pas rayer le parquet. Pour réussir, on n'a pas besoin de détruire les gens. Et que les citations bibliques ne s'arrêtent pas qu'au statut WhatsApp. Elles se vivent. Elles se vivent. Elles s'incarnent. Merci beaucoup. Merci à Issata, que j'ai envie d'appeler Tata Sidibé. Aïe, aïe, aïe. Alors, on passe au petit cadeau. Le petit cadeau pour faire la promotion des entrepreneurs. Donc, alors là, c'est une dame.
ça vient du Rwanda. C'est une dame qui est ivoirienne, qui est basée ici, qui fait la décoration rwandaise. Oh, donc wow. j'adore. Et d'ailleurs, elle nous a offert 2 paniers aussi qu'on a mis. Ah, j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup les couleurs. Oui, voilà. C'est beau. Et donc, on t'a offert aussi. Je suis contente. Oui. Je monte une. L'autre, vous n'allez pas voir. Et en plus, il y a des boucles d'oreilles dedans. Ah bon? Oui, dans celui que tu as, je crois. Il doit y avoir des petites boucles d'oreilles. Donc, ça peut être utilisé comme une petite boîte à bijoux. Oh, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, Oh, ce sont des belles boucles d'oreilles. J'aime beaucoup. Wow. C'est typiquement mon style. Je vais les porter ce soir. D'accord. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Même pas vu. Donc, et puis là, on t'a appris des produits. Ça, c'est Adeba Nature. Ah, super. Je ne sais pas si tu connais Adeba Nature, c'est une jeune dame qui veut aussi un peu révolutionner le monde avec des produits naturels pour les cheveux, avec des produits pour les cheveux naturels. Super. Donc, elle fait aussi des produits pour la peau et tout ça. Linda Delba, donc ces produits, on est toujours heureux d'avoir ces produits. Je suis très contente. Donc voilà, tu as des produits. Bah écoute, c'est bien, c'est pour moi. Voilà, c'est vraiment pour faire la promotion de nos entrepreneurs, pour montrer que je suis que très, le très Made in Africa, ça marche bien. Ah ben je repars très heureuse. Bien, oui. Très heureuse. Avec des boucles d'oreilles que tu as portées ce soir. Avec des boucles d'oreilles que je vais porter ce soir. Merci beaucoup, Diane. Merci beaucoup, Aïssata. Merci à toutes et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Afrique Femme.